ce que vous avez pu mettre en place en matière de bilan gaz à effet de serre dans un premier temps et savoir comment vous avez pu travailler sur ce sujet. Alors, il faut que je vois. Bonjour, donc Sandrine Dupeuple, chargée de mission développement durable au sein du groupe Honnête. Vous avez mon PowerPoint? Oui, mais c'est justement ce que je suis en train de regarder, mais c'est pas mon ordinateur. Je remplace aujourd'hui la directrice qualité développement durable, Laurence Acerbo. Donc, j'ai préparé un peu rapidement. Donc, juste pour présenter la structure, donc, le groupe Honnête, c'est 59 000 collaborateurs. 1416 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est implanté dans 9 pays. Ensuite, on fédère 6 marques. Donc, c'est une activité de service déjà. Et donc, 6 marques sur la propreté et services, la technologie, la sécurité, l'accueil, airport service et la logistique. Ensuite, on a 6 sociétés qui sont obligées, dans le cadre de la réglementation sur les bilans carbone. Voilà. Après, on fait 8 bilans d'émissions de gaz à effet de serre pour des raisons commerciales aussi. Enfin, on en fait 8 en tout, donc 2 supplémentaires. Et voilà. Est-ce que je fais l'historique de la démarche bilan carbone ? En fait, ça peut être intéressant de voir comment vous avez abordé la question du carbone et du reporting carbone au sein du groupe Honnête. Et depuis quand, en fait, avec quel historique? Parce que justement, la particularité que vous avez, c'est que vous avez justement mis à jour, vous n'en êtes pas à votre premier bilan, mais avoir travaillé sur la mise à jour des bilans et sur plusieurs bilans. Donc vous avez beaucoup travaillé sur le sujet du reporting carbone. Donc c'est intéressant d'entendre votre point de vue là-dessus. Donc le groupe Honnête, c'est surtout un engagement dans le développement durable depuis 2002. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à élaborer un premier rapport développement responsable et formuler une politique développement responsable, un présent pour le futur. C'est comme ça qu'on l'a nommé. Et donc, c'est dans cette inscription-là et dans cette volonté, on disait tout à l'heure, de s'inscrire, est-ce que c'est une volonté de la direction, etc., à s'engager dans ces questions? Ben, voilà, nous, je pense qu'on est là-dedans, on s'inscrit là-dedans. Et donc, le premier bilan de gaz à effet de serre qu'on a fait, c'était en 2009. La réglementation n'était pas encore sortie. Et à ce moment-là, on avait réalisé un premier bilan par échantillonnage qui avait mis en évidence c'était un bilan sur toute notre activité et il avait mis en évidence que justement les postes de déplacement, c'était nos postes les plus émissifs. Et ensuite, après, par rapport à la réglementation en 2012, on a été obligé de réadapter notre bilan et reformuler ça par sirène, du coup, pour répondre à la réglementation. Donc, on est rentré dans une possibilité qui nous permettait de reprendre les données 2009 et de les traiter en 2012 pour les mettre par sirène. Là, à ce moment-là, comme ça représentait un gros travail, on ne les a fait que sur les scopes 1 et 2. Et du coup, à partir de 2012, donc pour respecter les 3 ans, on a refait un bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais cette fois-ci en intégrant le scope 3 avec une volonté justement de prendre en compte les postes d'émissions les plus importants qui étaient sur les déplacements. Donc c'était vraiment dans une volonté politique d'aller au-devant de la réglementation aussi, quoi. D'accord, donc 3 générations de bilans qui ont été faits, un bilan carbone global sur l'ensemble de la structure, voilà. Des bilans GES réglementaires sur chacun des sirènes, et après une mise à jour des bilans, avec intégration du scope 3. Donc 3 exercices différents sur des périmètres à chaque fois différents. Ouais. D'accord. Puisque en 2012, du coup, ça a été 2012 réadaptation, et sur l'année 2012, du coup, intégration du scope 3. Donc coup sur coup, là, j'ai fait 2 bilans, c'était bien. Je vais passer la parole maintenant à votre voisine, donc Madame Fouvet. Oui, bonjour. Donc moi, je suis responsable du développement durable à Chambéry Métropole. Et donc sur cette question d'évolution de notre bilan des émissions de gaz à effet de serre, j'ai travaillé avec Aurélie Steinberg, qui est dans la salle, donc qui pourra aussi éventuellement répondre à certaines de vos questions le cas échéant.
Donc au niveau de Chambéry Métropole, effectivement, on avait une première réalisation du bilan carbone qui a été réalisée en 2009 sur des données 2007 avec le soutien d'un bureau d'études. Et là, le soutien d'un bureau d'études a été vraiment précieux parce qu'on était au tout début de ces réflexions et en interne, on n'était pas du tout en mesure de prendre à bras le corps le sujet. Donc c'est le bureau d'études Indigo qui nous avait accompagnés, mais à l'occasion de la démarche de plan climat territorial. Donc il y avait le bilan carbone, patrimoine et services qui faisait partie de leur mission, plus le bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire et la mise en place des différents plans d'action associés. Là, il était temps effectivement que l'on révise notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Il faut reconnaître que l'impulsion a quand même été liée à la démarche Citergy, donc une démarche dans laquelle la collectivité s'est engagée. Tout à l'heure, on évoquait la question et la problématique de l'empilement des démarches et de la lisibilité des différentes démarches. Là, pour le coup, on se rend compte que les choses, en tout cas au niveau de Chambéry Métropole, s'inscrivent bien dans la continuité et viennent en complément les unes des autres. On s'est engagé dans la démarche Citergy, qui est donc cette démarche qualité, en quelque sorte, sur le management de l'énergie au sein de la collectivité. Et là, c'est vraiment, pour le coup, cette démarche Citergy qui nous a vraiment mis en alerte en disant, là, notre bilan carbone, il faut qu'on le remette à jour. Il date de 2009, sur des données 2007. Il faut vraiment qu'on se remette d'équerre. Et l'impulsion, elle a vraiment été donnée par notre conseillère Citergy. Donc, pour le coup, j'ai donc fait appel à Aurélie Steinberg donc, pour m'épauler sur cette mission-là, sous la forme d'un stage. Et on a donc travaillé sur le périmètre obligatoire, donc scope 1, scope 2. Voilà le périmètre donc, de notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et on l'a donc ouvert aussi en partie sur le scope 3 à travers les déplacements domicile-travail. Donc on rejoint aussi un peu la problématique d'Honnête de dire cette logique de déplacement domicile-travail, il ne faut pas la laisser à l'écart. C'est aussi un moyen assez communicant, pédagogique pour associer les agents de la collectivité. Donc il faut qu'on garde cette logique de déplacement domicile-travail, qu'on les valorise. Et puis, donc, dans notre plan d'action, on avait notre plan de déplacement entreprise depuis 2007. Donc, ça fait partie des choses qui sont vraiment en mouvement dans la collectivité. Donc, voilà le périmètre. On a donc la compétence en régie de l'eau et de l'assainissement, tout ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, tout ce qui est réseau de transport en commun. On est propriétaire de nos bus, même si le service est en délégation de service public, et puis un certain nombre d'équipements, piscines, patinoires, le phare, des gymnases, les bâtiments administratifs, où là, effectivement, on met en mouvement tous les enjeux liés au chauffage et à la consommation d'électricité. À la diapo suivante, effectivement, je peux prendre le... Ah, c'est là, en fait. Super, j'avais pas vu, pardon. Donc, j'imagine que je fais ça. Au niveau des résultats, donc voilà donc notre nouveau bilan carbone et le profil en fait de notre collectivité. On voit effectivement la grosse partie liée au carburant des bus, suivi de près effectivement par les enjeux chauffage et électricité des bâtiments. Donc voilà, mobilité, bâti, ça fait partie des incontournables. Une part importante des déplacements domicile-travail. Donc là aussi, ça met en évidence l'intérêt de travailler sur ces sujets avec une attention particulière de dire... On va s'attacher à mesurer les données sur lesquelles on a des leviers d'action en fait, et sur lesquelles on va pouvoir effectivement passer à l'action. Ensuite, assez vite, on a forcément voulu comparer. On en est où par rapport à 2007 ? Ça a été évoqué ce matin en termes de méthodologie. C'est pas simple du tout. Aurélie s'est un peu arraché les cheveux parce qu'effectivement, les périmètres évoluent. Les périmètres en termes de patrimoine, nous, on a des évolutions conséquentes, puisqu'avant, on avait donc dans notre premier périmètre l'usine d'incinération des ordures ménagères, qui est maintenant gérée par un syndicat mixte, donc ça n'est plus dans le périmètre. Mais depuis, on a construit un nouveau bâtiment qui s'appelle le phare. C'est un énorme équipement culturel. Donc là, voilà, les périmètres évoluent énormément. Donc, pour la comparaison, on est vraiment parti sur une logique de comparaison thématique. On va pas s'arrêter plus sur les détails, mais on a fait des travaux d'isolation sur certains bâtiments. Donc là, en l'occurrence, c'est un parc d'activités. On voit que ça a un effet sur la question du chauffage.
Par contre, sur les questions d'électricité, il y a des ascenseurs qui ont été ajoutés, il y a des aménagements de locaux communs qui ont été également ajoutés sur certaines parties de notre patrimoine. Donc, on voit que sur l'électricité, on a une augmentation des émissions. Sur la flotte de bus, ça c'est intéressant parce qu'on avait vraiment des données comparables en termes de consommation, des données historiques de 2007. Donc, on voit effectivement que le nombre de kilomètres, donc le service augmente. Et on arrive quand même à maintenir une réduction, à atteindre une réduction des émissions de CO2. Et donc, ça, c'est par rapport aux nouvelles carburations des flottes de bus et en particulier le passage au GNV. Service des eaux, c'est aussi un des services à gros enjeux parce qu'il y a beaucoup de kilomètres parcourus chaque année pour la distribution de l'eau et le contrôle. Et là, on a effectivement une augmentation des émissions de CO2. Pour la question des déplacements domicile-travail, là, je vous l'ai mis en illustration, c'est qu'en fait, on a du mal à suivre ça. Donc, on a un mode de comparaison qui n'est pas très protocolaire, je dirais, où on est effectivement sur le suivi de nos enquêtes flash. Donc, pour illustrer, voilà, sur la question de l'autosolisme, on a une diminution de l'autosolisme, une augmentation de la part modale du vélo, mais c'est mesuré, c'est pas mesuré en émissions de CO2, mais en pourcentage d'usage à l'occasion d'enquêtes flash qu'on fait chaque année auprès des salariés de la collectivité. Voilà pour l'instant. Je passe la parole à Madame Ponsard donc, pour le Grand Lyon. Donc, même question alors. Donc, du coup, peut-être pouvez-vous nous présenter juste, vous avez ramené un PowerPoint. Voilà, donc le plan climat du Grand Lyon et ce que vous avez fait à ce jour dans les démarches de reporting carbone. Merci. Alors, donc, oui, donc je suis Luce Ponsard, je suis chef de projet plan climat au Grand Lyon. Donc, le Grand Lyon, 58 communes, 1,3 million d'habitants. Je ne vous ai pas fait la petite carte d'identité, mais par contre, je vous fais la carte d'identité carbone. Puisque vous êtes tous spécialistes, ça va vous parler, je suppose. Non. Alors, voilà, globalement, ce qu'on voit sur cette diapo, c'était le premier constat qui a été fait en 2009, qui était l'année du diagnostic de voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de CO2 sur notre territoire, aussi bien sur le territoire qu'en interne. Donc, au niveau du territoire, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, on a trois grosses consommations de CO2, d'énergie et donc d'émissions de CO2 sur le territoire. Un tiers à peu près lié aux industries. Un quart de nos émissions sont d'ailleurs sous quota carbone. Donc ça, c'est assez particulier pour les villes, c'est qu'on a encore des industries sur le territoire de l'agglo. Donc on peut dire qu'il y a un quart des émissions qui sont liées à... Alors, je n'ai plus le nombre exactement d'entreprises, mais c'est une centaine, alors que les 8% que vous voyez sur les industries hors quota, c'est genre 17 000. Donc, on voit bien la différence entre les petites entreprises et puis le diffus et le centralisé. Ensuite, on a un bon tiers aussi, réseau de chaleur, habitat tertiaire, on pourrait dire bâtiment. Et puis, un tiers sur le transport. Bon, puis l'agriculture, effectivement, on n'a pas grand-chose sur le territoire. Donc au total, ça fait 7,6 millions de tonnes de CO2 par an, donc à peu près 6 tonnes par personne, ce qui est un peu moins que la moyenne nationale, mais parce qu'on est une ville, donc forcément les gens se déplacent un peu moins, donc pour donner un ordre de grandeur. Et donc en 2007, on a reconnu les objectifs européens de la Convention des maires, donc on a dit qu'il faut faire moins 20% par rapport à 2000 sur le territoire, et donc ça correspond à 1,5 million de tonnes de CO2 par an à aller chercher par des actions sur le territoire. Sachant que donc, le diagnostic s'est aussi penché sur quelle était finalement dans ces 7 millions de tonnes la part liée à nos compétences et à l'action de la collectivité. Et donc si on regarde le bilan carbone du Grand Lyon, c'est 5% des émissions, donc c'est ce que vous voyez à gauche. Donc ça, c'est vraiment ce qui est directement lié à notre commande publique, nos bâtiments, nos actions en régie ou en DSP d'ailleurs, si on prend... Uniquement, la régie, ça fait 1%, donc c'est encore moins. Et puis, quand même, si on va un peu plus loin, qu'on élargit le cercle et qu'on se dit quelles sont les émissions qui sont sous influence des politiques publiques, on pense à l'aménagement dans les zones d'aménagement concerté, les ZAC. Il y a l'exploitation du réseau de chaleur, le chauffage urbain, le transport collectif, l'urbanisme, l'aménagement de la ville peut aussi jouer... sur les émissions de CO2, ça fait 25. Et donc, il reste 3/4 des émissions du territoire qui ne sont pas du tout sous notre emprise. C'est des comportements individuels, c'est des entreprises, c'est des gens qui ont la totale liberté de faire comme ils veulent avec leurs émissions de carbone.
Donc le constat à ce moment-là, ça a été de dire on a le choix entre faire un plan climat sur notre patrimoine et nos compétences, mais finalement on va travailler sur les 5%, ou alors on fait quelque chose de plus large et on essaie de faire un plan climat partenarial. Et donc c'est ce choix-là qui a été fait, et donc ça veut dire que du coup c'est un petit peu plus long en termes de concertation. Il a fallu il y a eu des concertations qui ont duré 2 ans entre 2010 et 2011, où les entreprises, les associations, les citoyens du territoire ont pu participer à l'élaboration des scénarios et de se dire voilà, d'ici 2020, si on veut faire moins 20%, il faut tant d'usagers en plus dans les transports en commun, tant de covoiturage, tant de voilà. Et donc on joue un peu sur d'autres tableaux que juste nos compétences propres. Après, j'avais une autre diapo, c'était pour vous présenter le bilan carbone de manière un peu visuelle. Donc ça, c'est les fameux 5%. Donc on voit qu'on a peu d'émissions liées à nos bâtiments. Finalement, on n'est pas vraiment... Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de patrimoine. Mais par contre, on a des activités industrielles, donc entre guillemets, donc celles-là qui émettent beaucoup. Donc les déchets, voilà, c'est 170 000 tonnes de CO2 par an. L'eau, l'assainissement en particulier, 40 000. L'exploitation réseau de chauffage, chaud-froid, 60 000. Et encore ça, avec la métropole, on va avoir plus de réseaux de chaleur. Là, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Contemporain, je pense, cette année, mais bon, il y a Biennale de la danse. C'était la danse ? Ah, bah, je me suis gourée alors, dans le dessin. J'ai fait le musée d'art contemporain. Bon, bon bref. Donc ça, c'est les déplacements liés à cet événement. Oui, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que Gilles Grandval a fait le bilan carbone. C'est ça. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, on voit l'administration à gauche. Et puis la voirie quand même, qui a une partie matériaux pas négligeable. Voilà. Donc, en conclusion de où on en est, aujourd'hui, on n'a pas encore remis à jour notre bilan carbone 3 scopes, donc c'est mal, je sais. Mais en fait, on va passer en métropole au 1er janvier et on va avoir un patrimoine qui va être multiplié par 5 avec notamment les collèges. Donc, avant d'en refaire un, je me suis dit que ça peut être pas mal d'attendre le 1er janvier. Mais ceci dit, on a quand même un bilan énergie qui est fait de manière annuelle. Et donc là, ce que j'ai fait sur ces dernières années, c'était plutôt de travailler avec le service énergie pour qu'ils intègrent d'autres données, parce qu'ils suivaient au début que l'énergie dont ils payaient les factures. Alors finalement, il y avait des directions qui faisaient aussi un suivi énergétique, mais c'est juste qu'eux payaient leurs propres factures. Donc on essaie de fiabiliser déjà notre bilan annuel pour que le jour où on refasse un bilan carbone, on ait les données à peu près rangées, quoi. Voilà. Madame Guillot de TNT Express. Donc, même question, un peu une présentation de présentez-nous TNT et aujourd'hui vos actions en matière de réduction d'abord sur le reporting gaz à effet de serre avant de parler du plan d'action en soi. Bonjour à tous, Géraldine Guillot, je suis chargée de développement durable chez TNT Express. On est une entreprise de transport express. On peut livrer 200 pays dans le monde et on a notamment une très forte présence en Europe. Et on est le leader du transport express, livraison de colis aux professionnels en France. Alors, il y a 370 000 colis qui transitent chaque jour via TNT en France. On a 52 000 entreprises clientes. On est répartis sur à peu près 120 sites sur le territoire avec 4 700 employés. Et pour les petites données, on réalise quand même 50 tours de la planète Terre juste en France par semaine, avec tous nos camions, les nôtres ou ceux de nos partenaires de transport. On a 4500 tournées de livraison qui tournent chaque jour. Donc évidemment, le carburant, c'est là que viennent nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a une vraie dépendance aux énergies fossiles. Donc on a, nous, réalisé notre premier bilan gaz à effet de serre pour l'obligation réglementaire, donc fin 2012 sur l'année 2011.
On a été accompagné par le bureau d'études EnviroConsult parce qu'on n'avait pas les compétences en interne pour être autonome là-dessus. On a 3 entités qui sont soumises à cette obligation. Donc il fallait répartir les données entre chaque entité. Et on a en plus fait du coup un bilan gaz à effet de serre compilé pour vraiment comprendre voilà, une lecture plus globale et plus pertinente de nos émissions. Au début, on était parti sur du scope 1 et 2 et rapidement, on a intégré les émissions indirectes du scope 3 parce que, comme vous le voyez, le scope 3 qui est optionnel, c'est 85% au final de nos 150 000 tonnes équivalent CO2 émises sur cette année-là. Donc, on a vraiment une responsabilité élargie du fait qu'on a énormément de sous-traitants. Parce que c'est le métier qui veut ça, un peu dans le transport. On fait beaucoup appel à la sous-traitance parce que c'est des experts vraiment locaux dans chaque territoire qui sont les mieux placés pour livrer les colis. On a été surpris, on a vu que les déplacements domicile-travail avaient quand même un fort poids du coup via ce scope 3 parce que avec une étude qu'on a fait, on a vu que tous les salariés, donc les 4700, en aller-retour par jour, on parcourt tous 126 000 km. Donc ça fait 3 tours de la planète encore. Plus les 50 chaque semaine, donc on voyage beaucoup. Donc ce premier bilan, on ne l'a pas encore mis à jour. On va attendre de le synchroniser du coup avec l'audit l'année prochaine. Parce que l'année dernière, on a eu une nouvelle réglementation donc pour les transporteurs, c'est l'information CO2. Donc on communique à tous nos clients leur CO2 par colis. C'était un énorme travail de collecte, d'informatique qui nous a bien occupés. Et du coup, on peut avoir le suivi aussi de CO2 par colis en plus de l'avoir par entité. Donc vraiment une lecture très précise de notre impact carbone notamment. Et il y a beaucoup de clients qui ont été étonnés de voir l'impact CO2 de leurs prestations et notamment le poids de l'aérien. Parce qu'en livrant des colis en Europe, en passant par l'avion ou par les camions, ça change du tout au tout les émissions. Donc des fois, ils repensent un peu leurs prestations pour réduire leur impact CO2 sur le transport. Et nous, on a mentionné tout à l'heure le Carbon Disclosure Project. On en fait partie depuis 2007 et on contribue justement à cette démarche de transparence parce qu'on est une société cotée en bourse à la bourse d'Amsterdam. Donc il y a beaucoup d'attentes des parties prenantes, des actionnaires du marché par rapport au carbone. Voilà. Je précise aussi, oui, je pense que ça vaut le coup d'être applaudi, le boulot qui a été fait. Pour TNT aussi, je précise que donc, vous êtes coté en bourse à Amsterdam, mais le siège français se trouve à Lyon. Donc vous faites partie des entreprises qui sont aussi dans le Grand Lyon, donc avec l'interaction entre les collectivités et les entreprises. Voilà. Donc l'autre question que je voulais vous poser, à partir du moment où vous avez fait donc, toutes ces démarches de reporting, aujourd'hui, donc, comment est-ce que vous avez mis en place le plan d'action? Comment vous avez pu travailler à faire un plan d'action? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous pilotez ce plan d'action de façon opérationnelle pour sortir du simple reporting et travailler sur la réduction des émissions de GES? Donc, Madame Dupeuple. Alors pour notre part, une fois qu'on a établi que les déplacements étaient quand même un gros poste d'émission, du coup on a mis en place des actions sur les postes les plus émissifs et sur lesquels on pensait qu'on allait pouvoir avoir un impact. Et donc en particulier, donc après, je peux peut-être citer quelques actions qu'on a mis en place. Étant donné qu'on est une activité de service, on va optimiser justement sur les déplacements domicile-travail, faire en sorte que le domicile et les chantiers principaux de nos salariés soient les plus proches possibles. Ça va être aussi mettre en place sur tout ce qui est véhicules de chantier, essayer de mettre de l'électrique le plus possible. Donc, par exemple, en 2012, on avait 70% qui étaient à l'électrique sur nos véhicules de chantier. Et puis après, ça va être tout un travail sur la flotte véhicules, fonctions, services, où là, on va essayer d'optimiser, déjà de faire un travail de sensibilisation pour la réduction des consommations de carburant.
ou encore de choisir dans les critères de sélection des véhicules avec des émissions de CO2 moins importantes. Quoi d'autre? Et puis après, voilà, il y a tout le travail de. Après, c'est vrai que la société, ça fait un certain nombre d'années qu'elle travaille et qu'elle prône un peu. Enfin voilà, c'est tout un travail sur l'éco-conduite avec un simulateur interne, donc avec des sessions de formation qui sont données aux salariés encadrants et ceux qui ont un véhicule de fonction ou amenés à utiliser les véhicules de service. Voilà. Après, il y a aussi tout ce qui concerne l'énergie, où évidemment, on a aussi des certificats d'économie d'énergie, des choses comme ça. Mais ça va vraiment dans la volonté plus large du développement durable et de la RSE. Après, c'est vrai que nous, notre impact, il est surtout dans notre activité des impacts sociaux. Mais voilà, donc la démarche bilan carbone, carbone en général, elle s'inscrit plutôt dans cette thématique plus large. Et du coup, ça passe aussi par le siège social à Marseille qui est équipé de pompes à chaleur. La crèche est en HQE, enfin voilà, des choses comme ça. Ce genre d'action-là. Et après, tout un travail de maîtrise des consommations qui sont utilisées dans le cadre de nos prestations de services, avec l'utilisation de produits plus innovants. On parlait tout à l'heure de l'innovation, des biotechnologies, des produits écolabels. Enfin voilà, donc c'est plus large, mais voilà, ça s'inscrit aussi dans cette démarche-là. Comment pilotez-vous de façon opérationnelle ce plan? C'est-à-dire que là, vous avez défini un certain nombre d'actions dans le plan. Et comment est-ce que vous pouvez vous assurer de l'atteinte de ces objectifs? Vous avez mis en place des indicateurs. Oui, c'est regroupé avec le reporting RSE, c'est ça? Alors, c'est regroupé avec le reporting RSE, évidemment. Et du coup, ces indicateurs, donc on fait une remontée des indicateurs opérationnels, un reporting là-dessus. Après, la difficulté qu'on a et qui subsiste, c'est d'arriver à mesurer quel est l'impact en fait, des actions qu'on mène. Donc, on va avoir des indicateurs, effectivement, augmentation des consommations, baisse des consommations. OK, très bien. Après, voir quel est l'impact des actions en fait, qui ont été mises en place, si c'est directement lié à ces actions-là ou pas. Donc, mesurer cet impact-là, en fait, on en est surtout là et c'est la difficulté qu'on a. Par exemple, on sait très bien que, sur un exemple concret, on a mis en place un site de covoiturage. On sait très bien qu'il y a du covoiturage qui se fait sûrement, mais de façon... il ne passe pas forcément par le site de covoiturage, mais du coup, comment on mesure l'impact du covoiturage, quoi, ou des choses comme ça, quoi. En place un certain nombre d'actions. Après, c'est peut-être plus difficile après d'aller quantifier Ouais. le retour en fait, du plan. Ouais, pareil pour l'éco-conduite, de ce qui relève vraiment de l'éco-conduite, de ce qui relève de la prévention et des dispositifs de communication mis en place, d'arriver bien à mesurer. Donc après, forcément, c'est difficile de faire des prédictions sur l'avenir, sur les pourcentages de réduction, parce que c'est pas forcément lié à... on sait qu'il y a une répercussion sur les actions qu'on mène, mais après, de les quantifier et de les mesurer, ça, c'est encore la difficulté de mon point de vue. Pour nous. La mesure de l'action est difficile, mais vous savez qu'en mettant en place ces actions, de toute façon, vous irez dans la bonne direction sans forcément pouvoir systématiquement le quantifier et mettre en face un indicateur. Alors, si ce n'est pas un indicateur de tonne équivalence CO2, par contre, ça peut être un indicateur d'atteinte de l'objectif ou de suivi sur du remplacement de parc de véhicules ou ce genre de choses. Oui, voilà. D'accord. Donc... Madame Fouvet, sur le plan, le pilotage de votre plan d'action, donc là vous avez mené un plan climat et donc comment est-ce que vous travaillez sur le pilotage des actions de réduction de gaz à effet de serre de façon opérationnelle? Donc là, en fait, on a plusieurs outils qui convergent et en tout cas, moi, je m'attache à les faire converger puisqu'en fait, on a la démarche Sytergie qui elle-même a ses propres indicateurs. Là, on vient de retravailler sur notre bilan des émissions de gaz à effet de serre avec un certain nombre, du coup, d'indicateurs aussi à suivre. En parallèle, on est aussi sur une démarche de territoire à énergie positive qui, là, est effectivement plus macro à l'échelle de l'ensemble du territoire. Mais l'ensemble de ces données, sans arrêt, on en a besoin, en fait, et on a besoin de les confronter les unes aux autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des tableaux de bord qui convergent les uns avec les autres et ils sont en train de se consolider et de se construire et pour être rendus visibles et lisibles
chaque fois que de besoin, en fait. Par rapport à la démarche bilan carbone ou bilan des émissions de gaz à effet de serre en interne, on s'est appuyé sur un groupe d'agents volontaires, en fait, déjà en 2009. Et ces agents volontaires, on les a mobilisés à nouveau là en 2014 pour la deuxième édition de notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est avec eux qu'on a travaillé effectivement sur le bilan du plan d'action. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, on a fait un diagnostic partagé, en fait, de l'état de la situation depuis 2009. Et on est donc en train de travailler maintenant sur la construction du nouveau plan d'action, mais qui s'inscrit complètement dans la continuité du premier. On est bien dans une logique d'évolution de ce plan d'action. Et donc, le plan d'action est un autre outil de travail et de support avec, bon, là, on est en train de travailler sur des objectifs, sur l'identification de services qui seraient pilotes des actions, qui seraient porteurs des actions qui sont identifiées dans le plan d'action. Parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver, et ça, moi, je m'en suis rendu compte par l'expérience, c'est qu'il faut absolument pouvoir s'appuyer sur des relais dans les services. Et là, en l'occurrence, il y a 2 exemples et 2 services qui sont vraiment incontournables et sur lesquels on a vraiment des leviers. C'est la direction des achats publics et la direction des bâtiments communautaires, donc la direction qui gère le patrimoine de la collectivité. Donc sur les achats publics, il y a eu des progressions très importantes ces dernières années avec de la formalisation en fait, à travers des délibérations qui fixent des obligations dans chaque marché public en termes d'intégration de critères environnementaux dans les clauses des marchés publics. Donc là, effectivement, par exemple, quand on travaille sur l'acquisition de véhicules électriques, on est exigeant sur l'acquisition de véhicules et de renouvellement de notre flotte. On est exigeant sur les niveaux d'émissions des véhicules, voire on passe sur du véhicule électrique. On a tout un travail aussi sur la gestion de cette flotte, comment on la mutualise. Donc là, effectivement, ce qui a fonctionné, mais souvent c'est lié à des individus, et puis parce que la confiance s'instaure au fil des années, et du coup il y a des allers-retours entre les services, entre le service développement durable et la direction des marchés publics, pour prendre cet exemple-là, où maintenant, effectivement, notre acheteur, il est complètement, c'est un chargé de mission développement durable acheteur. Il a intégré la nécessité de la prise en compte de ces critères environnementaux dans l'ensemble des marchés publics, que ce soit pour tout ce qui est buffet, donc arrêter les plateaux repas pour passer sur des buffets. On est sur des logiques où maintenant systématiquement la réflexion est mise en route. Et c'est piloté par l'acheteur qui, le cas échéant, vient à mon contact pour avoir des informations ou pour bénéficier de mon réseau. Mais là, maintenant, on est vraiment dans une fluidité d'action et j'ai vraiment un interlocuteur de choix et de confiance qui porte le message et le sujet en tant que tel. L'autre levier aussi, mais ça a été long, c'est vraiment effectivement un travail de plusieurs années, c'est au niveau de la direction des bâtiments communautaires, où on a eu l'embauche d'un technicien d'un technicien énergie, en fait, qui a vraiment dans sa fiche de poste la préoccupation suivi des consommations énergétiques, avec le développement d'un logiciel pour le suivi de ces consommations, chose qu'on n'avait pas avant, et on sentait que c'était un manque, ça avait été identifié dans notre premier bilan carbone. Il y avait besoin d'outils de suivi, d'outils de pilotage. Citergy aussi vient en rajouter une couche en disant il faut que ça soit au plus haut point et que ça soit inscrit dans les fiches de poste, donc allez travailler avec votre DRH pour que ces enjeux énergie-climat soient dans les fiches de poste, soit dans les plans de formation. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles on progresse. Et toujours sur le domaine des bâtiments, on a travaillé sur un diagnostic énergétique de nos bâtiments avec des soutiens financiers de l'ADEME sur ces sujets-là. Et on se rend compte aussi de la nécessité de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, je sais comment parler avec Yannick Papex et l'ADEME pour aller chercher des financements. Mes collègues des bâtiments communautaires ne savent pas qu'ils peuvent aller mobiliser des financements au niveau de l'ADEME. Donc là, il y a vraiment des allers-retours un peu permanents et un accompagnement très serré des directions pour qu'elles prennent en main la question et qu'elles s'en emparent et qu'elles s'autonomisent. Alors, au Grand Lyon, en termes de pilotage de notre plan d'action,
Donc je vous ai dit qu'on avait un plan partenarial sur tout le territoire. Donc en gros, on a 26 actions sur les transports en commun, covoiturage. Ça, c'est pour la partie transport, logistique aussi, bâtiment, que ce soit sur le neuf ou la rénovation, entreprise, énergie, ENR, tout ça. Tout ça, ça fait 26 actions. Donc à chaque fois, il y a des pilotes, des directions avec qui on travaille en particulier et puis des partenaires. Et puis en interne, c'est vrai que c'était le volet qui était un petit peu faible du coup. On a commencé à travailler avec tout le monde, on se fait vite accaparer, puis au bout d'un moment, on se dit bon, faut renforcer aussi un peu notre exemplarité en interne. Et ça, c'était intéressant justement avec Citergy parce qu'on va se faire auditer en octobre. Donc on a dû remettre à plat tout ce qu'on faisait. Et c'est vrai que Citergy nous demande à être bien carré sur notre gestion en interne avec avec les RH, voilà, sur tous les sujets. Donc ça aussi, voilà, ça nous a permis de structurer un peu plus notre plan d'action. Et là, on est en train de fusionner aussi avec la stratégie de développement durable pour essayer d'avoir un seul outil de suivi de nos actions et pas aller solliciter 20 fois les services, une fois pour le rapport annuel DD, une fois pour l'audit Citergy. Voilà. Et puis après, un point qui est intéressant, on parlait de comment est-ce qu'on sait où on en est. Quel est l'impact de nos actions? Et c'est vrai que là-dessus, alors moi j'utilise beaucoup les chiffres de l'OREGES, qui est l'Observatoire régional des gaz à effet de serre, et qui nous produit chaque année, avec 2-3 ans de décalage, mais de manière annuelle, les émissions de CO2 et les consommations d'énergie de nos territoires. Et ça, c'est très précieux parce qu'on voit sur 10 ans, par exemple, que sur le territoire du Grand Lyon, on va dire que tendanciellement, les émissions de CO2 ont baissé. Donc il y a eu une baisse de 10% en 10 ans. Alors entre 2000 et 2010, donc à l'époque, il n'y avait pas de plan climat. Donc je ne vais pas dire que c'est grâce au plan climat. Mais ce qui est intéressant, par contre, dans l'analyse, c'est qu'ensuite, ils font une analyse sectorielle. Donc on voit par exemple que l'industrie baisse tendanciellement. Donc ce n'est pas l'effet de la crise, mais c'est quand même une restructuration tendancielle de notre territoire. Les transports, ça baisse aussi. On sait que c'est lié aux motorisations, ce dont on parlait avant. Et puis l'habitat, par contre, ça reste stable. Donc là, on se dit, OK, si on veut que ça baisse du côté de l'habitat, il va falloir passer à la rénovation, il va falloir rénover le parc existant. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont très macro, mais qui sont quand même intéressants pour ensuite porter une politique. De se dire, voilà, globalement, là, ça baisse, là, c'est stable. Bon, heureusement, on n'a pas de domaine qui remonte, mais ça pourrait. Et ensuite, c'est action par action, comment on arrive à chiffrer. Et ça, heureusement, il y a eu un gros travail de scénarisation au moment du plan climat. Et on est capable de dire, alors bon, avec toutes les incertitudes que ça représente, mais tant de kilomètres de pistes cyclables, ça veut dire que le plan mode doux est arrivé à telle maturité, donc ça fait tant de CO2. Donc moi, chaque année, je regarde où on en est sur les pistes cyclables, et puis grosso modo, ça fait tant de CO2. Tant de chaudières bois sur les réseaux de chaleur, ça fait tant de CO2. Donc ça permet de dire, aujourd'hui, on sait que la somme de toutes nos actions du plan climat, c'est l'équivalent de à peu près 1 à 2% des émissions du territoire. Donc si on l'interprète, ça voudrait dire que cette baisse de 1 à 2%, elle s'intègre dans une baisse plus globale de 10%. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne aussi une idée du poids de nos actions publiques par rapport à des poids d'actions nationales ou d'évolution de notre société, quoi. Voilà. Alors nous, au niveau du pilotage, déjà depuis 2004, on effectue un reporting développement durable mensuel. Donc on suit beaucoup d'indicateurs RSE, environnementaux, sociétaux. Donc tous les mois, on suit les consommations d'énergie, de carburant, le taux de formation éco-conduite, le taux d'équipement kit aérodynamique pour les poids lourds. On suit pas mal de choses, donc on a vraiment un état régulier, c'est audité, et tous ces chiffres-là sont utilisés aussi au niveau du groupe consolidé publié dans le rapport annuel. Donc il y avait pas mal d'actions qui ont été intégrées dans le plan d'action BGES qui étaient déjà existantes ou en réflexion. Donc ce reporting permet de piloter, mais pareil, on a des fois un peu de mal, comme on mène plusieurs actions sur un même poste sur le carburant, on va faire du renouvellement de véhicules, des formations éco-conduite, des équipements, réorganiser la tournée, etc. Quelle action a le plus marché ou à quel niveau,
On a juste un impact global et on essaye via les études fournies par l'ADEME, par l'État, de dire bon, ça c'est 5%, ça c'est 2%, mais on n'a pas vraiment un suivi très fin. Alors des fois on fait des tests sur un véhicule ou 2 véhicules sur un mois pour voir vraiment l'impact d'une formation avant-après, mais est-ce que c'est généralisable? Des fois on bricole un peu. Donc on voit juste que, en tout cas, beaucoup de nos actions apportent déjà des bénéfices environnementaux, mais aussi sécurité routière par exemple. Donc déjà, on voit là sur l'accidentologie, sur le coût de réparation, sur le coût humain, il y a moins d'accidents du travail. Donc de toute façon, même déjà sans le carburant, le retour sur investissement est positif. Et en plus, on voit de toute façon nos CO2 baissent en absolu et en relatif par rapport à notre activité, parce qu'on trie quand même de plus en plus de colis, mais on voit que notre performance s'améliore. Donc, quelles actions sont le plus responsables? On ne sait pas trop, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher. Après, on a beaucoup d'actions sur notre scope 1 et 2, mais aussi on essaie de développer vraiment les actions sur le scope 3. Par exemple, on propose des formations éco-conduite pas que aux chauffeurs, ni juste aux commerciaux, mais aussi à tous les collaborateurs de l'entreprise, même s'ils n'ont pas de véhicule de fonction, parce que ça leur servira dans leur déplacement de vie s'ils travaillent. Donc, ils sont moins stressés, ils maîtrisent leur portefeuille, c'est positif pour tout le monde. On a aussi inclus un annexe environnement dans tous nos contrats de sous-traitance. Donc, on leur rappelle notre démarche. On leur rappelle que on a une responsabilité élargie, leur rôle et eux, ce qu'on attend d'eux et qu'ils doivent au moins communiquer les principes de l'éco-conduite à leurs chauffeurs, si ce n'est les former. On ne peut pas les obliger à les former, mais nous, comme on les forme, on leur a négocié un tarif qu'on leur propose s'ils veulent former leurs chauffeurs à l'éco-conduite, parce que c'est vraiment un axe qui marche énormément, en plus du renouvellement, parce que les technologies de véhicules s'améliorent sans cesse. C'est pour ça qu'on voit structurellement notre empreinte baisser. Et eux aussi renouvellent vraiment souvent leurs véhicules. On a été surpris en faisant une étude de voir que beaucoup sont en location, beaucoup aussi forment leurs chauffeurs. Ils ont des GPS, des télématiques embarquées, ils suivent toutes les consos encore mieux que nous, parce que c'est plus petites structures, ils sont un peu plus... ils ont plus la main sur leur activité. Et puis aussi, on développe des tournées en véhicules alternatifs, en petits triporteurs, en véhicules électriques, avec des partenaires, parce c'est un métier spécial, donc des partenaires et des petits dépôts en centre-ville. Donc eux, on peut vraiment piloter, parce qu'ils nous remontent leur empreinte et les économies de carburant qu'on peut avoir. Donc ça, on a un retour très fin là-dessus. Et le but, ça sera en plus de l'intégrer de plus en plus, que ce soit révélé dans l'information CO2, pour qu'on voit le CO2 par colis s'améliorer, pour que les clients voient que notre performance s'améliore. Parce que quand les clients ont de l'info, ou les parties prenantes, OK, j'ai de l'info, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça s'améliore? Et puis si ça stagne ou si ça augmente, pourquoi? Plus on donne de l'info, plus on s'expose à des attentes qui deviennent de plus en plus importantes. Donc c'est important de piloter, mais c'est pas toujours facile. Quand il faut avoir des bons outils, quoi. Voilà. D'accord. Donc je retiens vraiment là de votre témoignage à toutes les quatre que finalement, en fait, vous mettez chacune en place des actions. C'est parfois pas forcément évident de pouvoir faire la quantification de ces actions avec un bénéfice réel sur l'impact en termes de climat, sur donc un plan d'action gaz à effet de serre. Mais de toute façon, vous aurez des co-bénéfices chacun qui puissent être sociaux ou environnementaux autres que le carbone. Donc de toute façon, c'est pas parce que vous n'arrivez pas forcément à les quantifier que ça vous empêche d'agir, parce que vous êtes dans l'action et vous savez de toute façon que les actions que vous allez mettre en place, chacune dans vos structures, vont vous permettre d'atteindre finalement, contribuer à l'objectif de réduction. Je retiens aussi un enseignement que vous dites, c'est que vous ne restez pas seul et vous ne restez pas isolé, chacune dans une fonction de développement durable, mais qu'au final, à partir du moment où le plan d'action a été structuré, il a été porté aussi par les personnes dans les services. Et donc, je retiens votre témoignage, Madame Fouvet, sur le responsable achat, qui est un responsable développement durable spécialisé en achat. Plus que... Voilà, d'accord. Donc, du coup, au final, c'est vraiment de ne pas rester seul dans sa structure et de s'accompagner sur les personnes et de les autonomiser, de les responsabiliser avec des plans d'action qui vont leur parler chacun par rapport à leur métier. Et donc, une question que je voulais encore vous poser, c'était sur le bénéfice que vous avez pu tirer de ces actions et le recul que vous en avez aujourd'hui, les enseignements que vous avez pu tirer sur la mise en place de ces actions.
Alors, déjà, surtout au niveau du reporting, ça nous a obligés à être beaucoup plus fins et beaucoup plus méticuleux dans la manière de collecter notre information, nos données, relever l'électricité, etc. Puis bon, avec les audits énergétiques qui arrivent, du coup, ça nous servira aussi. Donc là-dessus, renforcer la démarche de reporting, ouais, c'est clair. Après, ça a aussi permis de renforcer aussi notre image forcément d'entreprise impliquée dans le développement durable. Et puis de toute façon, dans les appels d'offres, on a de plus en plus de demandes, demandes de compte en fait sur notre démarche bilan carbone ou plus large RSE. Donc répondre aux clients et puis voilà, même pour des raisons commerciales, maintenant, on fait aussi des bilans d'émissions de GES pour des sociétés qui ne sont pas forcément soumises. Et puis voilà. Et puis au-delà de ça, forcément, la démarche carbone, on essaye de l'étendre un peu dans nos propositions de prestations, dans une démarche care building. Voilà. Madame Fouvet, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement, justement, donc aussi bien des enseignements positifs, mais parfois des enseignements plus négatifs, justement, sur la mise en place de ces actions En fait, moi, ce que je dirais, c'est qu'on progresse, mais c'est vraiment lent. Ces démarches permettent d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine et du coup des leviers pour aller plus loin. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'il y a vraiment 3 points incontournables dans ces notions d'accompagnement du changement qu'on a pu évoquer tout à l'heure, juste après avoir déjeuné. Il faut aider à l'organisation. On se rend compte qu'il y a vraiment besoin d'un soutien et d'une aide à l'organisation. Et je vais vous l'illustrer par un exemple qui est dans cette salle, et je pense sur cette table, dans cette salle. Et je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Est-ce que vous arrivez à trouver l'erreur qui est sur cette table? On est dans une journée organisée par l'ADEME, avec la PCC, sur le thème du bilan carbone, dans des locaux de l'Adréal, et il y a une erreur sur la table. Vous la voyez ou pas? Et je pense que ça, c'est clairement un problème d'organisation. Et en fait, c'est ce à quoi je suis confrontée tous les jours, et c'est ce qui est un petit peu épuisant aussi, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Et pourtant, ça avance. Voilà, donc c'est un peu mitigé comme sentiment. Après, voilà, l'histoire des bouteilles d'eau sur la table, c'est symbolique, mais il y a des choses bien plus structurantes qu'on a pu mettre en place en termes d'organisation qui vont concerner, par exemple, notre programmation pluriannuelle des investissements sur notre patrimoine. Et là, effectivement, c'est des choses, une fois que c'est posé, l'organisation, elle est là pour plusieurs années, et on sait qu'on va engager des travaux de rénovation énergétique de façon cohérente et réfléchie sur les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc il y a aussi des choses qui sont un peu moins symboliques et plus structurantes. Donc vraiment, cette logique d'aider à l'organisation, pour moi, ça fait vraiment partie des incontournables, en fait, des chargés de mission développement durable, plan climat et autres. Le deuxième point, c'est vraiment fidéliser dans les nouvelles habitudes. Pareil, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit à l'échelle individuelle des agents ou à l'échelle des services. On va fidéliser dans les habitudes si on a inscrit des clauses sociales et environnementales dans nos marchés publics. Ça va devenir une habitude. Quand on crée les challenges mobilité, on a vu encore l'expérience cette année, ça devient des événements récurrents. Les gens commencent à le voir apparaître chaque année, ils l'attendent et ils se mobilisent de plus en plus. Et on sent que cette logique de challenge, sur laquelle moi j'étais plutôt réservée au départ, en fait, ça parle aux gens et ils aiment se challenger. Eh bien, challengeons-nous. Et en fait, voilà, c'est des astuces d'animation qui fonctionnent et dont il ne faut pas se priver, en fait, et qu'il faut animer. Alors là, pareil, il faut du temps d'animation, il faut de la ressource humaine, effectivement, pour animer ça. Et puis, le troisième point aussi que j'identifie par l'expérience de ces années passées, c'est la nécessité de rassurer. Rassurer et montrer que ça marche, en fait, sur des sujets assez basiques. Hein. L'organisation de conférences téléphoniques, pourquoi c'est pas plus développé? C'est parce que les gens ont peur que ça marche pas. Donc, comment on rassure pour dire, mais si ça marche, allez-y, tu fais ce numéro et ça va marcher. Bon, voilà, c'est les 3 points. Donc, c'était l'idée, effectivement, de vraiment aider à l'organisation et de jamais rien lâcher. Il y a vraiment une notion de persévérance derrière ça.
fidéliser sur des nouvelles habitudes et effectivement rassurer pour dire on va changer ensemble et on va y aller ensemble et ça marche. Alors oui, bah, effectivement, il y a, pour commencer par ce qui fait pas bien plaisir, c'est... bon, moi, ça fait que 2 ans que je suis en poste, hein, et c'est vrai que je suis arrivée, j'ai fait mon petit tour des services avec le beau tableau de toutes les actions qui avaient été trouvées suite au premier bilan carbone. Je dis alors, vous en êtes où ça a avancé, ça fait 2 ans. Et puis, il y en a qui avaient avancé. Et puis, il y en a où on m'a dit, bah alors, mais il est parti à la retraite, celui qui a donné cette idée. On n'a jamais entendu parler de ça. Bon. Par contre, on fait ça, puis vous ne l'aviez pas noté. Ah oui, bah, bon. Donc ça, c'était un peu le côté, effectivement, si on veut qu'une démarche, elle s'ancre, il faut passer tous les ans, il faut pas forcément passer pour dire voilà la liste, vous en êtes où, vous avez rien fait. C'est pour ça que c'est peut-être pas mal à un moment donné, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de limiter le nombre d'actions qu'on donne. C'est bien d'avoir des milliards d'idées, mais après si on n'est pas capable de les suivre, ça démotive plus qu'autre chose. Donc voilà, je parlais au niveau du territoire, on a 26 actions, ça c'est quand même pratique d'en avoir que 26. Même si derrière ça peut se décomposer, au moins on n'en a que 26. Je me dis sur les services, bon là on en est à 100, il va falloir qu'on arrive à baisser, mais bon, parce qu'on est en plein dans Citergy, mais l'idée ce serait d'en avoir un peu moins, mais par contre de pouvoir en faire un suivi plus fin. Et puis après, dans les points plutôt qui font plaisir, c'est que parfois, je peux être sollicitée par quelqu'un qui dit « Tiens, je suis sur un marché d'approvisionnement de sel de déneigement là, pour la propreté. Il y avait une formule de calcul, un critère qui est directement relié selon les modes de livraison qu'on a à l'impact CO2 du transport. Par contre, c'est en mégajoules. Alors, bon, ça me paraît un peu vieillot. Est-ce qu'on ne peut pas passer en CO2 ?» Et je ne sais pas d'où sort cette personne. Je sais pas. Je suis jamais allée la voir à aucun moment. Et à un moment donné, le lien se fait. Ou alors, je vois une enquête sur un sondage covoiturage sur le Grand Lyon, puis il y a des tonnes équivalent CO2. Alors, je regarde, bon, on se rend compte qu'il y a des erreurs, que ça a été calculé un peu... voilà, mais au final, il y a quand même cette volonté qu'ont les gens quand même de vouloir se raccrocher à un truc parce que finalement, le CO2, ça commence à percoler. On achète sa voiture, on sait qu'il y a un certain gramme de CO2, on vérifie jamais si c'est respecté, mais en tout cas, ça commence à parler. On parle de kilowatts dans les maisons, choses comme ça. Voilà, donc ça c'est les petits points positifs. Et puis dans le petit point positif qui est important dans mon métier, qui est très lié aux politiques, c'est qu'à un moment donné il y a eu 2 conférences partenariales pour dire on lance une action, et donc c'était le président d'Aglo qui présidait ces 2 événements où il y avait 200 personnes du territoire, qui étaient très importants. On a eu un peu peur à un moment donné que ça s'arrête, et là ça a été réaffirmé, et c'est parti, on en fait tous les 2 ans, quoi. Donc c'est ça aussi en termes de reconnaissance de l'intérêt du sujet au niveau des directeurs ou des politiques, ça fait plaisir de voir que ça vient. Mais je suis d'accord, c'est des temps assez longs, il faut avancer avec pragmatisme, avec les motivés. Puis, voilà, il y a toujours assez à faire. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce type de réglementation, c'est très bien pour crédibiliser une démarche, la mettre à l'agenda. Comme ça, personne ne discute s'il faut faire ou pas. Derrière, c'est demandé dans la réglementation de faire un plan d'action. Donc du coup, ça abat un premier mur. Ça met tout le monde autour de la table. On a eu du coup l'occasion de discuter vraiment de GES avec la direction. On les a impliqués dans la réflexion, est-ce qu'on met la sous-traitance ou pas. Et ils ont tous dit d'un commun accord, il faut la mettre. Ils ont vraiment compris la responsabilité élargie de l'entreprise par rapport à ça. Donc c'est très bien la formation CO2 aussi. Voilà. Ils sentent qu'il y a une régularité, il y a des nouvelles réglementations. Ça entre dans les sujets quotidien de l'entreprise. Donc c'est très positif en ça. Et d'ailleurs, nous, le reporting, peu à peu, on voudrait que ce soit la finance qui le pilote pour vraiment il reporte les euros, les gens et le CO2. Donc nous, qu'on ait juste un rôle d'utilisateur de la donnée, mais pas de responsabilité, que ça sorte du développement durable. Et ça, ce sera très positif. Alors moi, le côté CO2, oui, ça parle aux gens. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'intégrer dans quelque chose de plus large. Faut montrer l'impact social, l'impact monétaire. Et j'ai remarqué qu'en interne, tout ce qui est social
où leur propre portefeuille parle beaucoup plus aux gens. Et un peu l'environnement, la planète, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce qui va les faire bouger. Donc l'éco-conduite, si on leur dit qu'ils peuvent économiser 500 € par an de carburant, réduire leurs frais de maintenance, avoir moins d'accidents, là tout de suite ça fait tilt. Ah, en plus, bon, c'est bien pour la planète, ça fera plaisir à mes enfants. Donc, si, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui mettent la pression à leurs parents là-dessus. Donc, faut vraiment le mettre dans une démarche plus globale, pas s'arrêter juste au GES, mettre dans un voilà. Nous, on a un programme environnemental express et durable qui couvre voilà les solutions de transport, l'engagement des salariés, les achats, l'information aux clients. Donc tout ça, ça va servir l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut donner du sens pour que ce soit plus pertinent. Il faut surtout donner des objectifs concrets aux métiers, aux services. Donc l'objectif, le groupe nous demande de renouveler les véhicules régulièrement, nous demande un pourcentage de chauffeurs formés à l'éco-conduite, on aura 100% à la fin d'année, le pourcentage d'équipements, télématiques embarquées, etc. Des objectifs que les gens comprennent vraiment, après ils voient les résultats positifs, et il faut qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils soient responsabilisés. Donc on essaie vraiment que ces indicateurs, ces objectifs soient intégrés dans leur feuille de route, et qu'ils soient évalués là-dessus. L'idéal, ce serait que des managers aux opérations aient un objectif CO2 pour qu'ils soient indexés sur leur bonus. Alors ça marcherait bien. Bon, on n'est pas encore prêt, mais voilà, faut que les gens s'approprient le CO2, l'impact, pour que ça avance. Mais juste dire c'est bon pour la planète, ça suffira pas.